Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la grande preview de l'Indy 500, un podcast très particulier, très spécial, donc forcément à mes côtés, une équipe spéciale, des habitués. Louis Matelin, bonjour, comment vas-tu Louis ? Bonjour Clément, bonjour à tous, ça va très bien, je suis très content d'être là aujourd'hui. On a aussi avec nous Pierre Messelet, habitué lui aussi, vous le retrouverez ce week-end sur le preview du Grand Prix de Monaco. Comment vas-tu Pierre ? Écoute, ça va bien, salut tout le monde. Et un petit nouveau parmi nous, puisque chaque semaine nous introduisons des petits nouveaux, c'est comme ça. Clyde Dlugy Belmont, c'est compliqué à dire ton nom. Comment vas-tu Clyde ? Oui, c'est Dlugy Belmont. Oh là là, mais c'est compliqué ces noms-là. Mais c'est compliqué, c'est polonais. Comment vas-tu ? Ça va bien, je plains pas. Alors messieurs, nous allons parler aujourd'hui de l'Indy 500, une des 3 courses de la triple couronne. On va revenir un peu d'abord sur l'historique. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut me faire un peu l'historique. Je vais laisser Clyde commencer puisque c'est le nouveau. Clyde, peux-tu nous faire un rapide historique de ce qu'est l'Indy 500 et de ce qu'il représente aux États-Unis et dans le monde du sport auto ? L'Indy 500, oui, c'est une des plus grosses courses automobiles des États-Unis, si ce n'est du monde. Et ils ont l'habitude de dire que c'est le plus grand spectacle de la course automobile. C'est une course qui existe depuis 1911, si je me souviens bien. Courue chaque année. Alors la particularité, c'est que sur un super speedway, c'est une piste où on ne fait que tourner à gauche. On n'a pas de tournant à droite, on est sur un ovale, donc on a des lignes droites et des virages à gauche. Mais c'est un ovale qui est très 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 grand, ce qu'on appelle un super speedway. C'est le plus grand ovale sur lequel on court. Donc chaque année, c'est un gros truc aux États-Unis. Il y a 33 participants. Ce qui fait que c'est aussi une course où il y a beaucoup de participants. Les autres en IndyCar tournent à une vingtaine de participants à chaque fois. Il y a tout un tas de traditions parce que ça se passe aussi au Memorial Day aux États-Unis. C'est un jour qui est consacré en fait aux vétérans de l'armée. Donc il y a tout un tas de traditions qui se font autour de la course en lien avec cette fête nationale aux États-Unis qui est très 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 importante. Écoute, je pense que le résumé est assez parfait de cette épreuve. Alors on l'a dit, c'est sur un ovale qui fait plus de 4 km, 4 km 0,23, 2,5 miles. On fait 200 tours, donc si on compte bien, ça fait 500 miles, un peu plus de 800 km. C'est une épreuve très très longue qui dure le plus souvent plus de 3 heures et qui est, tu l'as dit, un des événements les plus importants. Et justement, pour vous, et je vais me tourner vers Louis en premier. Louis, est-ce que pour toi, l'Indy, c'est un des membres de la triple couronne ou est-ce que c'est le membre le plus important de la triple couronne ? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'Indy 500 ? Indianapolis, c'est très très particulier, c'est une course comme aucune autre. D'ailleurs, rien que le format est exceptionnel puisque c'est une course qui s'étend sur plus de 2 semaines si on prend en compte tous les essais. Donc rien que ça montre que c'est vraiment une course très importante. Maintenant, est-ce que c'est la course de la triple couronne ? C'est difficile à dire. Si on demande à un Américain, il va nous dire oui, c'est clair. Mais nous, de notre point de vue européen, on aurait plus envie de parler par exemple des 24 heures du Mans ou du Grand Prix de Monaco. Je pense que c'est avant tout une question de point de vue, mais que les 3 courses qui forment la triple couronne, que sont les 24 heures du Mans, le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis, sont 3 courses exceptionnelles à leur façon, et c'est des courses qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans l'année. Effectivement. Pierre, est-ce que tu vas ajouter quelque chose là-dessus ? Qu'est-ce que toi tu penses de cette Indy 500 ? Est-ce que pour toi c'est le membre le plus important ou est-ce que c'est peut-être Monaco, 24 heures du Mans, ça joue à peu près à égalité ? Comment est-ce que tu... Je dirais que ça se rejoint un petit peu, aussi bien au niveau IndyCar que F1, on est sur de la monoplace. Donc que ce soit le Grand Prix de Monaco ou l'Indy 500, ça peut peut-être se valoir. Après l'Indy 500, je rejoins Louis sur la durée, c'est quand même un événement majeur, beaucoup plus important. Donc je dirais que sur un côté de durée, je mettrais pas forcément l'Indy 500 devant, mais c'est quand même, sur le calendrier sport auto, c'est quand même un rendez-vous incontournable. Alors, pour en parler, il fallait un point d'entrée. Nous sommes Multi-21, nous parlons de Formule 1. Et donc, on va parler des pilotes de F1. Ils seront 4 engagés dans cette course, 4 anciens pilotes. Sébastien Bourdet, Alexander Rossi, Marcus Ericsson et Takuma Sato. Mais surtout, 2 grands perdants. Max Chilton tout d'abord, c'est assez étonnant étant donné ce qu'il nous avait montré lors des années précédentes à Indy, mais surtout l'événement de cette qualification, c'est Fernando Alonso qui ne participera pas à l'Indy 500.
Louis, je sais que tu as un peu suivi ce qui s'est passé autour du team McLaren. Est-ce que tu peux nous raconter toutes les péripéties qui ont mené à cet échec ? Alors oui, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que cette année, McLaren s'engageait vraiment en tant qu'écurie McLaren. Il y a 2 ans, Fernando Alonso avait participé aux 500 miles d'Indianapolis, mais il pilotait une monoplace de l'écurie Andretti, qui serait peut-être l'équivalent de Red Bull en Formule 1, qui était simplement repeinte aux couleurs de McLaren. Cette année, c'est vraiment McLaren qui s'est investi en tant qu'écurie, qui a acheté une monoplace pour courir aux 500 miles d'Indianapolis. Et uniquement aux 500 miles d'Indianapolis, donc ça a son importance. Simplement parce que, comme on l'a dit, c'est quand même une très grande course qu'on ne peut pas prendre à la légère, et quand on ne fait qu'une seule course dans la saison qui est donc ces 500 miles d'Indianapolis, déjà on part avec un certain désavantage. Évidemment, McLaren ne voulait pas relever ce défi seul, et ils sont associés avec l'équipe Carlin, qui serait l'équivalent de Williams actuellement en Formule 1. Donc déjà, on partait pas sur de très bonnes bases, quoi. L'écurie Carlin, c'est une des écuries les moins performantes de l'IndyCar. Et donc, il s'est passé un tas de choses complètement aberrantes qui ont mené à l'élimination de Fernando Alonso en qualification. La première que racontait Zak Brown, par exemple, c'est avant même les 500 miles d'Indianapolis, où McLaren testait seul sur, je crois que c'était au Texas, sur le speedway du Texas. L'écurie n'avait pas de volant pour mettre dans la voiture, donc la voiture était arrivée sans volant. Ils ont dû chercher un volant, donc déjà quand on entend ça, c'est assez aberrant. Par la suite, donc vous l'avez peut-être vu, pendant les essais, Fernando Alonso a catapulté sa monoplace dans le mur et l'a complètement détruite. Donc effectivement, c'était une erreur de pilotage à la base, la voiture était complètement détruite. Mais ça ne va pas été le seul à détruire sa voiture, il y a d'autres pilotes qui ont détruit leur voiture, et la voiture a été reconstruite très vite. En 3-4 heures, la voiture a été reconstruite, et il y a même des pilotes qui se sont crashés le matin et qui ont pu reprendre la piste l'après-midi. Dans le cas de McLaren, la voiture a été crashée, je ne sais plus quel jour, je ne sais plus, c'était mercredi peut-être. Il me semble que c'était mercredi, ouais. Donc mercredi dans l'après-midi, et la voiture, donc il a fallu reconstruire la voiture, et ça a pris presque 2 jours. Alors pourquoi ? Simplement parce que le mulet qui était géré par Carlin n'avait pas été peint de la bonne couleur, et McLaren donc l'avait pointé, mais déjà il y a plus d'1 mois, et lorsqu'il a fallu reconstruire la voiture, le mulet était encore à l'atelier de peinture. Donc là on est quand même sur une situation assez buesque, où la voiture qui devait être reconstruite n'était même pas disponible, et elle était même à plusieurs kilomètres du circuit encore en train d'être peinte. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Il y a aussi un autre point qui a été sous-estimé chez McLaren, ce sont les pneus, et notamment lors du jour de la qualification. Alors on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure du format de qualification qui est assez spécifique à Indianapolis, mais lors du jour principal de la qualification, au moment de la journée où la piste était la plus rapide, où les pilotes auraient pu faire le meilleur temps, il y a eu une crevaison sur la monoplace de Fernando Alonso. Cette crevaison, elle aurait dû être détectée avant de lancer la monoplace, parce que normalement il y a des capteurs dans les pneus qui détectent ce genre de crevaison. Et les capteurs étaient défaillants, et ils n'ont pas été testés par McLaren. Donc il y avait des capteurs défaillants, et McLaren ne s'en est pas rendu compte. Donc ils ont perdu leur run, où théoriquement ils auraient pu aller plus vite. Par la suite, donc ils ont dû passer par les repêchages, et là, ils ont encore enchaîné les problèmes. Notamment, moi, c'est vraiment ma perle, c'est mon moment préféré de ces qualifications. Pour être sûr de savoir régler la voiture, ils sont allés voir Penske, qui est l'écurie à battre à Indianapolis. Ils sont allés voir Penske et ils leur ont demandé leur réglage de suspension pour les qualifications. Penske leur a fourni exactement leur réglage de suspension. Donc déjà, c'est quand même... Ils ont même acheté. C'est quand même extraordinaire. Donc oui, ils les ont achetés, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Oui, mais... ils ont payé de l'argent à Penske pour avoir les réglages. C'est quand même incroyable. Donc ils ont dû payer Penske pour avoir les réglages de suspension, et alors, mais tenez-vous bien, donc Penske évidemment est une écurie américaine, donc toutes les données étaient en pouces, et McLaren est une écurie européenne, donc ils travaillent en centimètres. Ils n'ont pas été capables de faire correctement la conversion de pouces en centimètres, ce qui fait que lorsqu'ils ont envoyé la monoplace de Fernando Alonso en piste, elle traînait par terre. Donc déjà, on est sur un niveau d'erreur qui est incroyable, ouais, c'est de l'amateurisme complet. Donc ils ont dû rappeler la monoplace, et pour être sûr de pouvoir se qualifier, donc ils sont allés revoir Penske pour acheter cette fois-ci tous les réglages, moteur et surtout boîte de vitesse, enfin, vraiment tous les réglages, aérodynamiques aussi. Ils ont acheté tous les réglages à Penske. Ils ont réglé la voiture d'Alonso avec le réglage de chez Penske qui permet notamment d'atteindre 229 miles à l'heure de moyenne.
Sauf qu'ils n'ont pas changé les réglages de boîte de vitesse qui étaient toujours réglés pour rouler à 227 miles à l'heure. Donc effectivement, ils n'ont pas pu dépasser 227. Ils ont été un peu au-dessus de 227 miles à l'heure. Ce qui fait que Fernando Alonso, au bout de toutes ces erreurs, ne rate la qualification que de 0,019 miles à l'heure. Donc après toutes ces erreurs, il rate la qualification vraiment d'un cheveu. Mais c'est hallucinant de voir toutes les erreurs qui ont été accumulées jour après jour par une écurie qui est quand même une grande écurie qui est McLaren, même s'il n'avait pas d'expérience à Indianapolis, ça reste quand même une grande écurie. C'est hallucinant de voir ce niveau d'amateurisme dans une écurie comme McLaren. Et c'est important que tu précises ce point-là sur ce qu'a fait McLaren, parce que c'est vrai qu'après la qualification, je pense que tout le monde ici a eu la même réaction, c'est se demander ce qui était arrivé à Alonso et comment ça se faisait qu'un pilote de sa trempe n'ait pas réussi à se qualifier à Indianapolis. Est-ce qu'il avait perdu la sauce? Voilà, qu'est-ce qui se passait? Et en fait, on se rend compte que c'est quasiment un exploit qu'il a réussi lorsqu'on voit toutes les erreurs. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette qualification. Je vais me tourner vers toi, Clyde. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette qualification de McLaren, mais enfin, pour moi, et d'après ce que nous dit Louis, c'est quand même ubuesque et c'est une honte pour l'écurie McLaren, l'institution McLaren. Quand je suivais les qualifications, avec le live text plutôt, bon, je savais qu'Alonso ferait pas forcément une grosse performance parce que bon, c'est une nouvelle écurie sur une course qui est très très compliquée face à des écuries qui connaissent bien leur affaire. Et la première erreur de McLaren pour moi, ça a été de pas décider de s'engager pour la saison. Mais bon, je vois carrément Alonso éliminé, je me dis non, il y a un truc là. Le type, il fait 5ème en 2017 avec Andretti. C'est pas possible que le type ait autant perdu, d'autant plus qu'il y a 2-3 semaines, il gagnait encore une course en WEC. Donc, une fois qu'on a eu l'interview de Zak Brown qui expliquait effectivement toute cette litanie d'erreurs, d'approximation, enfin, convertir des inches en centimètres, c'est la base. C'est du programme de CP aux États-Unis. C'est quand même incroyable d'arriver à faire des erreurs comme ça à ce niveau-là. Donc là, j'ai compris effectivement qu'Alonso, il nous a fait une 2012, sauf que comme en 2012, c'est pas passé à un cheveu alors que ça aurait pu. Je sais pas si Pierre, t'as quelque chose à rajouter là-dessus, toi, si toi aussi t'as été subjugué par cette performance. On ne peut que souligner le niveau d'amateurisme de McLaren. Je pense qu'ils se sont vus peut-être trop beaux avant l'heure. L'Indy 500, ça se prépare pas comme ça un petit peu du jour au lendemain. Donc je pense que la première erreur, ça a été de ne pas s'engager, comme le disait Clyde, sur l'ensemble de la saison. Je pense qu'ils auraient pu récolter des données, même si Indy c'est particulier. Ils auraient eu quand même un petit peu de manne. Voilà, ça a été toutes les erreurs accumulées, ça a été fait dans la précipitation, etc. C'est pas possible. Une écurie de la cabine McLaren, c'est pas possible. Et je rajouterais juste une chose, c'est sur ces qualifications, il y a eu la pluie qui est quand même venue, qui s'est invitée et qui a un petit peu tout interrompu. Donc après, c'est vrai que peut-être que le grip de la piste, etc. n'était pas le même, mais ça n'excuse pas la performance de McLaren. Alors, on va revenir sur les qualifications dans quelques instants et sur ce format dont parlait Louis, mais j'aimerais qu'on revienne avant un petit peu sur la saison d'IndyCar, puisque 5 courses sont déjà déroulées dans cette saison. Je sais que Clyde, tu as pas mal suivi cette saison. Est-ce que tu peux nous parler pour l'instant qui sont les principaux protagonistes de la saison, puisqu'on sait que c'est pas forcément les mêmes à Indy et au cours de la saison? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les forces en présence pour l'instant, ceux qui se dirigent tout droit vers le titre en IndyCar cette année? En général, quand même, les protagonistes, les écuries, les grosses écuries au cours de la saison sont les grosses écuries aussi à IndyCar, Indy 500. Ça va être Penske, Andretti, Ganassi. Même si Ganassi n'a pas forcément eu de gros résultats à l'Indy 500 depuis la victoire de Franchetti en 2012. Andretti pas mal engrangé depuis 2012 justement avec Ryan Hunter, avec Takuma Sato, Alexander Rossi, pas mal de victoires engrangées. Penske aussi fait pas mal de victoires Indy 500 ces dernières années. Alors cette saison on est à peu près sur un schéma assez classique, hein. Penske, Will Power qui ont fait un bon début de saison, surtout en termes de qualification, mais c'est pas forcément Will Power qui a gagné la course. Joseph Newgarden a remporté la première course
son team Penske. Ensuite, on a eu quand même quelques vainqueurs un peu surprises. La première victoire de Colton Herta, qui est le fils de Brian Herta, rien à voir avec les jambons, qui a réussi à remporter sa première victoire à Austin, sur le même circuit que la Formule 1 d'ailleurs, après une très très belle course d'ailleurs. Et 2 semaines après, Takuma Sato qui a remporté sa 3e victoire, si je me souviens bien, en IndyCar. Alors lui, il est avec Letterman Ladigal Racing, donc une écurie un peu de milieu de grille qui arrive à faire quelques performances de temps en temps, sans forcément tenir toute la saison comme arrive à faire Penske, Ganassi ou Andretti. Et ensuite, on a eu à Long Beach une victoire d'Alexander Rossi sur Andretti. Alors Alexander Rossi, il était arrivé 2e au championnat l'année dernière, donc c'est un gros client en général. Et là, au Grand Prix d'Indianapolis, parce que maintenant ils font, avant l'Indy 500, un Grand Prix sur le circuit routier d'Indianapolis, celui qu'on a connu en Formule 1. On a eu une grosse surprise quand même sur ce Grand Prix-là, avec Simon Pagenaud qui a remporté sa première victoire depuis quasiment 2 ans. L'année dernière, il végétait en milieu de peloton alors qu'il y avait une Penske, il n'y arrivait pas, il comprenait pas la voiture. En début d'année, c'était parti sur le même cycle. Pagenaud vraiment englué dans le peloton, qui est arrivé quand même avec des top 10, mais avec beaucoup de difficultés. Et là, une victoire. Alors j'ai vu que les replays pour cette course-là, enfin que les highlights, mais une victoire qui est allée chercher au pilotage sous la pluie un petit peu. Donc vraiment une grosse performance, et qui semble confirmer puisqu'il a obtenu la pole tout simplement pour les 500 miles d'Indianapolis. Alors en termes de championnat, on a Joseph Newgarden qui est le champion 2017, qui est en tête devant Scott Dixon, le champion 2018, alors qui est lui un gros calibre en IndyCar, puis il a 5 titres en tout. 3e, c'est Alexander Rossi qui n'a aucun titre pour l'instant. Ça devrait pas tarder parce qu'il pousse quand même bien fort depuis quelques années. Alexander Rossi est un ancien vainqueur de l'Indy 500 aussi. Et avec sa victoire, Simon Pagenaud est arrivé 4e. Donc on a 2 Penske, une Ganassi et une Andretti aux 4 premières places du championnat. Donc ouais, quelque chose d'assez bien réparti pour le moment. Si on parle de la qualif en elle-même, alors est-ce que l'un d'entre vous peut rappeler rapidement le format, puisque c'est quelque chose qui est très différent du format en Europe. On a dit c'est une course très longue, l'Indy 500 qui dure sur plus d'1 semaine. Est-ce que Paga par exemple, tu peux nous rappeler un petit peu le format des qualifications des 500 miles d'Indianapolis? Oui, tout à fait. Alors pour résumer un peu la chose, donc la qualification se déroule normalement sur 2 jours. Donc le premier jour, tous les pilotes, donc cette année il y avait 36 pilotes, tous les pilotes sont conviés à faire chacun leur tour un run de 4 tours lancés. Donc la qualification ne se fait pas sur le chrono d'1 tour, mais sur le chrono de 4 tours consécutifs. Donc tous les pilotes le samedi font chacun un run de 4 tours, et ensuite ils peuvent repartir en piste sur le temps restant dans la séance. Ils peuvent repartir en piste. Donc pour ceci, il y a 2 rangées de lignes en fait dans les stands. La ligne de droite est la ligne qui n'est pas prioritaire, donc les pilotes attendent, et la ligne de gauche est la ligne prioritaire. Donc les pilotes qui choisissent la ligne de gauche peuvent refaire un run, sont prioritaires par rapport aux pilotes qui sont sur la ligne de droite pour refaire un run, mais voient leur run précédent effacé. Donc en fait c'est un gros risque quand même de prendre la file de gauche, mais c'est aussi la seule chance pour certains de pouvoir refaire un run et de tenter de se requalifier. Donc à partir de là, on a un classement donc des 36 meilleurs, enfin des 36 voitures, sachant qu'il n'y a que 33 places pour la qualification, pour la course. Donc à partir de là, les 6 derniers, donc de la 31e à la 36e place, sont conviés au repêchage, et seuls les 3 meilleurs du repêchage sont repêchés et donc démarreront 31e, 32e et 33e. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le Fast 9, donc ce sont les 9 meilleurs pilotes de la qualification du samedi, qui sont conviés là encore à faire un seul run de 4 tours, et c'est là que l'on détermine finalement qui fait la pole et qui est deuxième, etc. jusqu'à la 9e place, sachant que de la 10e à la 30e place, on ne reroule pas le dimanche. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. C'était parfait. Donc juste pour préciser, le tour de repêchage auquel ont le droit 6 pilotes, c'est là où Fernando Alonso a été définitivement éliminé, où se sont passées une partie de ses péripéties. Et dans ce Fast 9, et là je vais me tourner vers Pierre, Cocorico,
puisqu'un Français a fait la pole, la 18e pole du team Penske et pour Simon Pagenaud. Voilà, première pole à l'Indy 500 pour Simon Pagenaud. Grosse performance, mon cher Pierre, de Simon Pagenaud. Bah, il a un petit peu continué sur sa lancée après sa victoire sur le GP Indianapolis. Après, c'est deux courses un peu différentes, mais il a été assez rapide lors des différentes séances d'essais libres. Et il a su tirer son épingle du jeu et avec la manière. Tu peux même aussi, je pense, appuyer sur Bourdet qui se qualifie 7ème. C'est plutôt pas mal. Franchement, avoir deux Français dans le Fast 9, je sais pas si on a un historique de la dernière fois qu'on a eu deux Français aussi bien placés sur les 3 premières lignes et franchement en première et 7ème position, c'est vraiment pas mal. Est-ce que vous pensez que Bourdet a lui aussi une chance de victoire ou c'est pour l'instant Pagenaud le mieux placé forcément, même si on sait que la pole c'est pas forcément le plus déterminant à l'Indy. Clyde, qu'est-ce que t'en penses? Bourdet, l'Indy, il est pas trop mal. C'était commencé un peu comme un diesel, il faisait pas forcément de gros résultats, puis peu à peu, en prenant confiance, je rappelle qu'en 2017, il était en voie de faire la pole quand il a eu son gros accident. L'année dernière, il a fait quand même plutôt une bonne course, il a une bonne intelligence de course, il a une équipe qui est derrière lui, qui est solide, qui a de bonnes stratégies, donc Bourdet a ses chances. Pagenaud, lui, sa chance, c'est qu'il est avec Penske. C'est quand même le spécialiste de l'Indy 500. C'est une grosse écurie. Il y a vraiment une machine derrière qui sera derrière Pagenaud. Maintenant, la pole, ça veut pas forcément dire la victoire. C'est même assez rare que le poleman soit en tête à la fin des 200 tours. Alors justement, je vais vous demander votre pronostic pour clore cette émission. Vous allez un peu jouer au Madame Irma. Je vais commencer par toi, Louis. Qui, pour toi, décrochera la couronne? Qui, pour toi, pourra boire sa petite bouteille de lait dimanche? Oui, mais tu fais bien de rappeler que c'est pas le champagne qui coule à Indianapolis, c'est le lait. Et les pilotes doivent même choisir s'ils préfèrent du lait écrémé ou entier, etc. avant la course. Donc, c'est encore une des particularités d'Indianapolis. Donc, je sais pas si t'as remarqué, mais c'était une technique pour essayer de gagner du temps, parce que je n'ai aucune idée de qui va bien pouvoir gagner cette course. En fait, il y a énormément de pilotes qui peuvent gagner. C'est une course qui est très longue, qui est surtout une course d'attente, où la victoire va vraiment se jouer dans les tout derniers tours. Il faudra surtout pas faire d'erreur avant les derniers tours. Donc, c'est très ouvert finalement, il y a beaucoup de monde. Si je dois te donner un nom, c'est compliqué, je dirais, allez, quelqu'un qui n'a pas encore gagné, je dirais Spencer Pygott. Spencer Pygott pour toi, donc qui était le plus rapide de la première qualif. Oui, il a été très rapide pendant les qualifs. Il a certes une monoplace du team Ed Carpenter Racing, qui est peut-être pas le plus gros team, mais je pense qu'il a de bonnes chances. D'ailleurs, les autres voitures du Ed Carpenter Racing sont bien placées aussi. Clyde, ton prono, qui vois-tu remporter l'Indy 500? Comme lui, c'est extrêmement compliqué. En général, on peut savoir la victoire à l'Indianapolis, ça se dessine un peu dans le dernier quart de la course. Donc l'idée, c'est de vraiment rester dans le bon train pendant les 3 premiers quarts de la course et ensuite, dans le dernier quart, vraiment d'attaquer. C'est comme ça que Montoya avait construit sa victoire en 2015. Pareil pour Sato en 2017. Sato qui était dans le même groupe qu'Alonso, justement, avant l'abandon d'Alonso par Honda. Maintenant, où on peut avoir aussi des vainqueurs totalement surprises par la stratégie complètement décalée. Ça a été le cas d'Alexander Rossi en 2016. Maintenant, c'est vrai que les ayant pas vu tourner, parce que j'ai pas pu regarder les qualifications, je saurais pas dire qui est suffisamment à l'aise. Un ancien vainqueur a plutôt mes faveurs, je dirais que pas forcément... à moins que ce soit un gros comme Pagenaud ou Bourdet, Newgarden peut-être, mais il n'a pas forcément qui avait été assez fort sur son premier run à l'Indianapolis, mais c'est vraiment très difficile de donner un nom. Je dirais qu'il y a... Allez, mouille-toi, donne-nous un nom. Pourquoi pas Pagenaud, pourquoi pas Rossi, qui est quand même très fort, qui l'année dernière il avait vraiment bien impressionné tout le monde. Andretti, ça fait quand même, il me semble, 60 ans, 50 ans. Oui, ça va faire les 50 ans de la victoire de son grand-père. Pourquoi pas une victoire du petit-fils.
Mais vraiment, il faut savoir que c'est vraiment très 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 ouvert jusqu'à la fin. Pour les monoplaces du Ed Carpenter Racing, ils sont vraiment très rapides en qualification, mais en général en course, ils marquent le pas quand même. Donc je pense Écoute, pas on forcément va- pour Pigot. On va garder Simon Pagenaud pour toi, c'est le premier nom que tu m'as sorti Ouais. d'instinct. Gardons Simon Pagenaud. Pierre, ton prono pour cette Indy 500. Bah pareil, c'est très 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 compliqué. Je pense que mes deux comparses ont très bien résumé l'affaire. C'est une course d'attente, donc et il faut que la mécanique tienne. Je vois pas Sato, je vois pas Power refaire la même que l'année dernière. C'est très compliqué. Et ben écoute, on va se lancer sur Tony Kanaan. Oh là là, Tony Kanaan, grosse Tony cote. Kanaan. Grosse cote, effectivement. Grosse cote Tony Kanaan. Pourquoi pas? Écoute, moi je vais pronostiquer un Brésilien aussi, mais Helio Castroneves, parce que Tim Penske, parce que ancien vainqueur, parce que en dehors du top 10, en dehors du top 9, pardon, et comme c'est une course d'attente, vous l'avez dit, parfois ce sont des membres qui n'étaient pas dans le Fast 9 qui se qualifient et qui remportent la course. Donc Castroneves pour moi, voilà. 2 Brésiliens, un Américain, un Français. On verra qui aura raison après dimanche. Messieurs, je vous remercie d'avoir été présents pour ce podcast. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour la review de cette Indy 500. En tout cas, profitez de la course ce week-end, que tout le monde profite de cette magnifique course ce week-end et de ce Super Sunday avec, on le rappelle encore une fois, Monaco, puis l'Indy 500, puis le Coca-Cola 600. Gros dimanche comme chaque année. Et je vous remercie et on se dit à la prochaine. Salut messieurs. Salut, à la À bientôt. Salut à tous!